eh bien, elles ont fait produire en Chine pour leur compte 300 milliards d'importations intra-firmes. C'est à peu près 40% du déficit commercial des États-Unis. Ce n'est pas une offensive commerciale chinoise à proprement parler qui explique ces flux financiers. C'est le capital occidental lui-même qui a organisé, par les délocalisations, par les investissements directs et les prises de participation dans les pays émergents, ce mécanisme de démolition du tissu industriel américain et à un degré moindre européen. Et pour une raison extrêmement simple, je vous prouve ce que je vous disais tout à l'heure, les salaires bon marché. En parité de pouvoir d'achat, aujourd'hui encore, un Chinois coûte à peu près entre 15 et 20% d'un Américain. Et ça, c'est en parité de pouvoir d'achat, parce qu'au taux de change courant, un Chinois coûte moins de 10% de ce que coûte un Américain. La rapacité des multinationales occidentales et américaines en premier lieu est absolument extraordinaire. Depuis une dizaine d'années, la Chine commence à se préparer à développer son marché intérieur. Et depuis le début des années 2000, le salaire moyen en Chine augmente. Eh bien, il s'est trouvé des dirigeants de grandes entreprises américaines, anglaises, pour expliquer que ça n'était pas bien du tout, et que puisque c'était comme ça, eh bien, on allait à nouveau déplacer le capital pour aller le chercher dans des pays où il reste encore meilleur marché, comme par exemple l'Indonésie. D'où la situation des États-Unis en 2007, une économie impériale. Jadis, les États-Unis avaient l'économie d'une république qui produit ce dont elle a besoin. Aujourd'hui, de fait, c'est une économie impériale, c'est-à-dire qu'il y a un centre où on entretient une plèbe qui consomme et qui n'épargne pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et une périphérie qu'on exploite. Les États-Unis, vers 2004-2005, ont un déficit commercial à hauteur d'à peu près 6-7% de leur PIB. Et au passage, il est intéressant de noter que le mouvement est tellement fort, ce mouvement organisé par les multinationales américaines, que ce déficit commercial ne cesse de croître dans la décennie 2000, au moment précis où la Chine accepte progressivement la réévaluation du yuan. Là encore, on voit bien que ce n'est pas une offensive des pays émergents qui explique cette situation. Mais le paradoxe, c'est que les États-Unis se sont dotés d'une économie impériale sans constituer à proprement parler un empire. Un empire, en effet, c'est un système où le centre consomme et pille la périphérie, mais il la pille sans la payer. Il la pille tout simplement parce qu'il a la force armée avec lui. Or, la Chine est encore un pays indépendant, et les États-Unis n'ont pas les moyens de dire aux Chinois, écoutez, vous travaillez pour nous et on ne vous paye pas. Donc, ce modèle impérial est un modèle incohérent. Et le prix de cette incohérence, c'est qu'en même temps qu'il ne cessait d'investir en Chine pour profiter du travail bon marché, enfin en Chine, d'une manière générale en Asie, les Américains ont accepté que les Asiatiques accumulent des réserves de change de plus en plus importantes, jusqu'au point où la périphérie exploitée est presque en situation de racheter en quelque sorte le centre exploiteur. Si vous regardez par exemple la détention des bons du Trésor US à l'étranger, vous vous rendez compte que si vous sommez la Chine et le Japon, vous avez près de la moitié des bons du Trésor US détenus à l'étranger. On notera au passage que dans l'histoire, les pays producteurs de pétrole ne représentent pas un poids financier décisif. Ils sont beaucoup moins importants que la Chine et le Japon. Ce modèle incohérent a donc débouché sur une situation très étonnante, peut-être sans précédent. Même l'Empire britannique sur sa fin n'était pas arrivé à un tel degré d'absurdité, où le pays qui détient la monnaie de réserve, les États-Unis, a une position extérieure nette très négative, c'est-à-dire que les Américains possèdent à l'étranger beaucoup moins que ce que les étrangers possèdent aux États-Unis. Cette économie américaine est donc totalement mondialisée. Si on compare la situation entre 1985 et 2005, par exemple, on voit que les actifs étrangers
détenus par les USA et les actifs USA détenus par les étrangers, qui représentaient à peu près un peu moins de 40% du PIB US en 1985, sont montés aujourd'hui à respectivement 100 et 120% du PIB US. Et cette économie totalement mondialisée est caractérisée par un nouveau positionnement de l'Amérique, qui est en fait un positionnement de banquier. C'est-à-dire que l'Empire américain, dont on vient d'analyser dans les grandes lignes la Constitution, enfin je dis américain, je devrais dire en fait anglo-américain, eh bien cet empire, c'est un empire bancaire. Les États-Unis, si vous regardez ce graphique, continuent sur toute la période à détenir de plus en plus d'investissements directs et d'actions dans ce qu'ils détiennent à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils placent de l'argent à l'étranger. Et les étrangers, pendant ce temps-là, eux, ne font pas croître la proportion de leurs actifs américains en investissement direct ou en actions. C'est-à-dire que ça reste en placement à faible risque et faible rendement, essentiellement en bons du trésor. Donc l'Amérique devient une espèce de gigantesque coffre-fort où le capital mondialisé s'accumule. Et ça, c'est la formule de cet empire américain, qui est en fait un empire donc mondialiste aujourd'hui, et dont toute la dynamique repose sur le graphique que vous avez maintenant sous les yeux. Qu'est-ce que c'est que l'indice de Gini? L'indice de Gini est un indice qui mesure les inégalités dans une société. Très schématiquement, plus cet indice est élevé, plus la société est inégalitaire. Et qu'est-ce qu'on voit si on regarde ce graphique? Eh bien, on voit que les États-Unis, la Chine, sont des sociétés très inégalitaires, beaucoup plus que le Japon, l'Europe germanique, même l'Europe latine, l'ex-URSS, ou l'Afrique du Nord ou l'Inde. Eh bien, le mécanisme de l'impérialisme américain aujourd'hui, c'est tout simplement d'envoyer le capital dans les pays où l'indice de Gini est élevé. C'est-à-dire que c'est un empire bancaire qui se donne pour tâche en quelque sorte d'orienter le capital à l'échelle globale vers les sociétés les plus inégalitaires parce que c'est là que le coût du travail est le plus faible. Le problème dans cette histoire, c'est que cet empire américain bancaire et mondialiste a détruit sa propre base. À force d'envoyer du capital dans les pays à faible coût du travail, on a fabriqué une économie mondiale où le poids de l'Occident, en termes d'économie productive réelle, est en train de devenir inférieur au poids de l'Asie de l'Est. Si vous prenez la production industrielle et si vous la valorisez à parité de pouvoir d'achat, je m'abstrais là des taux de change courants qui n'ont pas beaucoup de signification lorsqu'on sait que le yuan est sous-évalué probablement au moins de la moitié de sa valeur réelle. Eh bien vous voyez qu'en 1975, l'Asie de l'Est pèse moins de 20% de l'ensemble États-Unis plus Union européenne. Et en 2007, elle pèse plus que l'ensemble USA plus Union européenne, à condition de mettre l'Inde avec l'Asie de l'Est. Si on ne met pas l'Inde, elle est juste en dessous. C'est une dynamique très lourde. Alors vous me direz, la production, ça n'est pas que la production industrielle, on produit aussi des services, mais enfin tout de même, qu'on le veuille ou non, la base de l'économie, c'est la marchandise, en tout cas dans le système capitaliste. Le service vient toujours comme un plus sur la marchandise. À un certain moment, si on perd la maîtrise de la marchandise, on perd la maîtrise de l'économie productive réelle. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les États-Unis, parce que leur modèle est incohérent, en sont petit à petit arrivés au point où leur empire mondialiste bancaire, l'impérialisme à la recherche de l'inégalité, a détruit sa propre base jusqu'au point où la Chine, en termes de production industrielle et en parité de pouvoir d'achat, est aujourd'hui la première puissance mondiale et de très loin. Alors souvent les gens sont dupes des chiffres du PIB en taux de change courant. Ils vont vous dire, mais attendez, les États-Unis pèsent 20% de l'économie mondiale, si on regarde le PIB, la Chine pèse 6 ou 7%, et vous me dites que les États-Unis sont en train de devenir moins importants que la Chine. Oui, mais regardez les PIB à parité de pouvoir d'achat,
et là déjà vous verrez que les États-Unis pèsent 20% et la Chine pèse plus de 10%, et regardez la composition du PIB, et vous verrez que le PIB américain n'est constitué de production à proprement parler qu'à hauteur de 20%, alors que le PIB chinois est composé de production à plus de 60%. Et là vous vous rendrez compte de la réalité de ce qui est en train de se passer. Le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers l'Asie de l'Est. Et ça va beaucoup plus vite que ce que la plupart des gens croient. Si on regarde au niveau des industries majeures, on voit que, sauf dans l'électricité nucléaire, que ce soit dans l'automobile, dans la construction navale, dans la sidérurgie, l'ensemble Chine-Japon a rattrapé, voire très largement dépassé, l'ensemble USA-Union européenne. En matière de construction navale, pratiquement l'Occident ne sait plus fabriquer que des navires de guerre. Tout se passe en Orient. Le seul talon d'Achille pour l'instant de la Chine, c'est l'énergie. Et, soit dit en passant, on comprend mieux à ce moment-là à quoi correspond le soudain prurite écologiste de certains dirigeants américains. Il est évident qu'une économie chinoise qui reste largement appuyée sur le charbon pollue plus qu'une économie occidentale qui est passée à d'autres énergies. Et donc voilà, retour maintenant à l'économie financiarisée, maintenant qu'on a compris ce qui se passait au niveau de l'économie productive. Et là maintenant, on va pouvoir poser sérieusement la question crise ou d'État. On va regarder ce qui s'est passé au niveau de l'économie financiarisée ces dernières années, en ayant en tête ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qui se passe en 2000 et 2007 ? Eh bien, on est entré en crise structurelle dans les années, début des années 2000, parce que tout simplement le modèle du mondialisme américano-morphe, de l'impérialisme à la recherche de l'inégalité, n'est pas cohérent, parce qu'il est en train de ruiner l'Amérique réelle, et dans un degré moindre l'Europe réelle. Et donc, pour pouvoir continuer à faire fonctionner ce système qui enrichit beaucoup de gens, on se met à fabriquer de l'argent par la dette, et on fabrique de l'argent par la dette. Et donc on fabrique des bulles spéculatives. Alors on va fabriquer une bulle sur les actions, on va fabriquer une bulle sur l'immobilier. En 2006-2007, ces bulles-là cassent, on va donc en fabriquer une autre, parce qu'il faut continuer à pouvoir rentabiliser ce capital en surplus, il faut pouvoir continuer à dégager de la valeur fictive alors qu'il n'y a plus de richesse réelle produite, et on va donc fabriquer une bulle sur les matières premières. Ça c'est l'époque 2007 absolument surréaliste, avec une explosion du prix des matières premières qui sont multipliées par 2, par 3. Tout ça parce qu'il y a une spéculation énorme, avec des situations grotesques qu'on a rencontrées à cette époque-là, de courtiers par exemple, qui n'étaient pas sortis d'une bulle spéculative suffisamment vite, qui étaient multiples tout seuls derrière un ordinateur, et à qui on a dit, on a téléphoné un soir pour leur dire, bon alors les 30 000 tonnes de blé, on vous les met. Ça évidemment ça n'a pas duré très longtemps, et ça casse aussi en 2007, au moment où on passe à la caisse pour tout le monde, avec un facteur déclenchant, les subprimes. Qu'est-ce que c'est les subprimes? Alors là je ne rentrerai pas dans le détail, là encore je renvoie les gens au bouquin. Les subprimes, ce sont des prêts qu'on va accorder à des populations financièrement en difficulté aux États-Unis, grâce à des facilités qui ont été accordées aux banques et à un assouplissement de la réglementation bancaire. Alors pour ceux que ça intéresse, l'humour noir, je vous signale au passage que l'affaire a été vendue à la population américaine comme une sorte de discrimination positive. Parce que les États-Unis, ce sont les Noirs et les Latinos qui sont pauvres. On a dit on va leur prêter, comme ça ils pourront devenir propriétaires et devenir de bons Américains. Et la réalité de l'affaire, c'est que quelques années plus tôt, sous Clinton d'ailleurs, on avait supprimé un certain nombre de lois qui avaient été passées sous Roosevelt et qui rendaient plus difficile l'adossement des banques d'affaires aux banques commerciales. Je vous le fais court là, il faut aller voir dans le bouquin si vous voulez connaître les détails, mais enfin en gros, on a dit au peuple américain, on va prêter aux pauvres parce qu'on fait dans le social et la discrimination positive, etc. Et en réalité, il s'agissait tout simplement de permettre aux banques américaines de gonfler leur surface commerciale pour faire face à la concurrence des banques anglaises très agressives dans ce capitalisme mondialisé de l'inégalité. Alors ça a tenu un certain temps. En gros, ça a tenu aussi longtemps que les taux d'intérêt de la Federal Reserve sont restés à un niveau aberrant.
ces deux courbes, le taux d'intérêt de la Fed passant en 2001 et l'évolution du marché immobilier US passant en 2012, sont très révélatrices. On voit très bien que le marché immobilier monte tant que les taux d'intérêt sont bas, puisque la bulle de l'endettement gonfle la bulle immobilier, ça craque après un plateau fin 2006. Conséquence, tous ces braves gens, souvent noirs et latinos, qui ont donc bénéficié de la discrimination positive vue par les banksters de Wall Street, se retrouvent le bec dans l'eau. Parce que voyez-vous, ce qu'on avait oublié de leur dire à ces gens-là, c'est qu'ils empruntaient à taux variable et que le marché immobilier ne pouvait pas monter éternellement. Donc, brutalement, il y en a beaucoup qui se sont aperçus que, en fait, ils avaient des intérêts à payer beaucoup plus élevés que ce qu'ils pensaient, et que, en plus, eh bien, ils ne pourraient pas régler avec leur maison, puisque les valeurs des maisons baissaient. Et donc, de plus en plus, ils ont fait défaut. Le taux de défaut, c'est-à-dire, si vous voulez, pour faire court, les gens qui ont arrêté de payer, qui est plutôt bas en 2003, 2004, 2005, explose à partir de 2006, 2007. Alors là, je n'entrerai pas dans le détail de la mécanique financière qui est derrière la mécanique de la titrisation, parce que ça nous entraînerait trop loin. Là encore, je vous renvoie au bouquin où j'explique en détail comment ça a fonctionné, mais le contre-coup de cette défaillance des particuliers, qui ne représente pas des montants dans l'absolu très importants. Il y a quelques dizaines de milliards de dollars de défaillance, quelques centaines de milliards en cible. Dans un premier temps, c'est pas énorme. Mais ça va créer une onde de choc extraordinaire à travers tout le système, parce que, comme les banquiers savaient très bien que ce système était absurde et qu'il allait s'écrouler, ils se sont arrangés, si vous voulez, pour contaminer tous les actifs avec le risque lié aux subprimes. Entre le quatrième trimestre 2006 et le deuxième trimestre 2007, le spread, c'est-à-dire, si vous voulez, la prime que le marché demande sur les prêts subprimes par rapport à un prêt sans risque, le spread explose. Parce que là, effectivement, les marchés ont réalisé que le système était en train d'imploser. Je vous rappelle que c'est l'époque où on continue à expliquer aux crétins d'investisseurs de base, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il y a tellement peu de problèmes que quand on arrive à l'été 2008, toutes les grandes banques d'affaires américaines se retrouvent à passer des provisions en dizaines de milliards de dollars. Et alors là, il se passe un phénomène très intéressant à relever. Le total de l'argent qu'il faut décaisser à ce moment-là, si vous voulez, pour éviter des faillites bancaires, n'est pas très élevé. Parce que, comme je vous le disais, les subprimes en elles-mêmes, c'est pas énorme. Et on voit en particulier que parmi les banques d'affaires américaines, il y en a une qui est la plus petite, Lehman Brothers, et qui a passé une provision de 5 milliards de dollars. Bon, ils en ont probablement oublié 3 ou 4 dans l'histoire, c'est parfait. Mais finalement, par rapport aux enjeux financiers globaux, ça va pas chercher très loin. Et Lehman Brothers est en difficulté en fait parce que tout simplement c'est la plus petite banque. Et là il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Le secrétaire au Trésor, Monsieur Paulson, qui est un ancien de la banque d'affaires Goldman Sachs, une des concurrentes de Lehman Brothers, ne sauve pas Lehman Brothers, alors que quelques mois plus tôt il avait organisé le sauvetage de Bear Stearns, alors que déjà dans les cartons il y a les plans pour sauver l'ensemble du système. On ne sauve pas Lehman Brothers. La conséquence, c'est une véritable embolie de tout le marché interbancaire. C'est-à-dire que le 15 septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite, et dans les jours qui suivent, les banques arrêtent de se prêter entre elles. Le spread entre le dollar à 3 mois et les bons du Trésor US monte à 3,5%, c'est énorme. Si vous voulez, ça veut dire en gros, surtout à un moment où les banques anticipent plutôt une baisse des taux d'intérêt, que vraiment elles ne veulent plus se prêter entre elles et tout le marché est menacé d'écroulement.